Bienvenue sur cette nouvelle saison de Trek in Storia. Aujourd'hui, pour m'accompagner durant cette nouvelle saison, j'ai le plaisir de vous présenter Acardie Picardie. Je l'ai bien dit? Alors non, c'est Arcadie. Arcadie Picardie. Je vais y arriver. Je me suis fait une soche. C'est pas grave. Mais du coup, c'est Arcadie. Arcadie, d'accord. Bonjour à tous, bonjour à tous. Tu rappelles un peu ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis dessinateur. Je fais principalement de la bande dessinée, de l'illustration. J'ai fait aussi des vignettes YouTube, notamment celle du cinéma de Durandal, quelques-unes pour la chaîne Iron Quest. J'ai illustré le livre de Nota Bene, les pires batailles de l'histoire. C'est un beau projet. Bon courage. Et... Ça paye pas beaucoup, mais ça me plaît. Ah bah oui. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais les élus sont souvent très talentueux. Non. Non, pop. C'était la minute cirage de pompe. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais proposé au dernier podcast, qu'il y a de cela 1 mois et demi, je crois, qui se concentre sur la légitimité de l'existence de la section 31 dans Star Trek. Voilà, parce qu'en fait, pour moi, l'existence de la section 31, la façon dont il est légitimé, justifié dans le lore, est une forme d'aveu d'échec par rapport à la promesse narrative de Star Trek. Et c'est quelque chose avec lequel toi, Cyril, tu n'es pas d'accord, si j'ai bien compris. Alors il faut savoir que pour ce podcast, je n'ai que vu les épisodes spécifiques à la section 31, j'ai pas encore tout vu de Star Trek, je n'ai pas vu DS9, là, l'enfant voyou, l'espèce d'enfant maudit dont on parle pas. Cette espèce d'enfant un peu pourri, tu l'aimes quand même malgré tout, hein, mais bon, voilà. En bref, moi, ce que je voudrais surtout, c'est me concentrer sur la légitimité de la section 31 d'un point de vue narratif. Car pour moi, ça va vraiment à l'encontre, je le répète, mais à l'encontre de la promesse de Star Trek. Est-ce que ça valait la peine d'inventer la section 31 ? Est-ce que, au final, c'est pas chier à la gueule de Star Trek ? Ou est-ce que ça a finalement un véritable intérêt dans l'ensemble des histoires racontées de cet univers, tout simplement. C'est un long sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek, tu veux t'occuper du résumé de la section 31 ? Oula, alors je te laisse faire parce que tu seras bien plus précis. Alors, la section 31, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation qui œuvre dans le plus grand secret. Qui offre dans le plus grand secret de la Fédération. Elle est l'équivalent du Tal Shiar pour les Romuliens et de l'Ordre Obsidien pour les Cardassiens. C'est un service secret tellement secret que même Starfleet n'est pas au courant qu'il existe. La section 31, semblerait-il, existe depuis plus longtemps que la Fédération elle-même, étant donné qu'elle existe depuis que Starfleet existe. Et depuis qu'il y a eu un premier contact avec les Vulcains, donc peu de temps après qu'il y a eu un premier contact avec les Vulcains et que les humains aient pu voyager dans l'espace, et ce bien même avant la vitesse de distorsion 5 qu'on peut voir dans la série Star Trek Enterprise. Les prérogatives de la section 31 sont qu'elle fait tout ce que Starfleet ou la Fédération des Planètes Unies ne peuvent pas se permettre de faire, à savoir déstabiliser et intervenir de façon politique des planètes ou des empires ou des systèmes politiques, tuer, faire tuer, empoisonner, mentir, en fait faire tout ce que Starfleet ne doit pas faire et n'invite pas à faire. Voilà, est-ce que le résumé est clair pour tout le monde ? Alors pour ma part, je trouve que tu résumes parfaitement tout ce qui ne va pas, et donc c'est parfait. Je t'ai donné des arguments. Alors... Ah mais j'ai tous mes arguments là. Avant de commencer à débattre un petit peu, on va remettre tout ça en place. La section 31 apparaît en fait dans un épisode de DS9, où on voit que cette dernière essaye de recruter notamment Bashir. Ce qui est très drôle, c'est que Bashir s'amuse souvent à jouer les espions dans le holodeck. Et du coup, on lui en propose d'en être un, notamment durant la guerre contre le Dominion. L'idée de la création de la section 31 donc, arrive dans DS9 et a été créée par Ira Steven Behr, qui est un nom très dur à dire, et il a des coupes de cheveux très dures à porter.
Ce scénariste a eu l'idée, nous explique qu'il a l'idée de faire la section 31 à cause d'une phrase qui est prononcée donc, dans un épisode dont je dois avoir quelque part le numéro, je me rappelle plus. Bref, dans un épisode de DS9 où on dit il est très facile d'être un saint au paradis et que de toute façon Starfleet c'est le paradis. Donc au paradis, tout est simple, tout est joli et on n'est pas sur la ligne de front. Et Ira se dit oui, mais pour que le paradis existe, il y a bien des gens qui doivent s'occuper de faire en sorte que rien n'atteigne le paradis et que rien n'entache le paradis. Et c'est ainsi que naît la section 31, à savoir... Donc ça, c'est son point de réflexion narrative. Voilà, c'est un point de vue narratif, c'est à cause de ça. Et c'est surtout aussi pour l'idée de continuer cette version un petit peu... un peu sombre que propose DS9, où DS9, eux, ils sont pas au paradis, ils sont aux frontières de la Fédération. C'est un avant-poste et qui se tape toutes les galères et où il doit faire des choix qui sont bien loin de ceux de la Fédération. Donc ça, c'est déjà le principe de la série, et on s'aperçoit que la section 31 est prête à aller encore plus loin pour que le paradis puisse exister. Sachant aussi qu'au même moment, on y revient toujours par rapport à DS9, vous avez donc la série Babylon 5 qui existe. Et dans la série Babylon 5, on a des services secrets très tôt dans la série, et c'est clairement indiqué, notamment avec le bureau 13. Bureau 13, section 31. Coïncidence ? Je ne pense pas. Encore une fois, n'y voyez soi-disant aucune malice, sachant qu'en plus, ce score psy, qui gère en partie ces services secrets, est géré par Walter Groening, qui s'avère être Chekhov dans la série classique. Bon, c'était les guéguerres qui se livraient entre eux lors de la série. La section 31 continue à apparaître une seconde fois dans la série Star Trek Enterprise, même si on ne dit jamais le nom. Alors, vite fait, parce que vu l'épisode, il faut vraiment le savoir. On le devine parce qu'il porte la même tenue, on le devine aussi parce que, bon, il explique qu'il est là pour œuvrer depuis le début de Starfleet. Et la section 31 sera donc un des très grands antagonistes de la saison 3 de Discovery, où on va voir que la section 31 est comme le Tal Shiar ou l'Ordre Obsidien, un corps armé qui ne répond à personne. Est-ce que c'était la meilleure idée du siècle ? Je ne suis pas sûr, mais de plus en plus, on parle notamment de faire une série section 31 dans l'univers. Donc, ce qui pour moi risque d'être encore plus un problème. Parce que déjà, quand on voit les deux personnages qui sont censés rejoindre la section 31, faire partie de la section 31, ils ne sont pas des méchants. Donc en fait, on va simplement tenter de encore plus enfoncer cette idée du fameux mal nécessaire et qu'en fait, ils sont alors sachant aussi dans les petites blagues, c'est quand même pour le bien commun qu'ils font ça. Dans les fichiers cachés des DVD Star Trek Deep Space Nine, plusieurs easter eggs. Et moi même là, ça y est, fichiers cachés de l'article 31, des bases narratives que la série en elle-même, a posé sur dans les romans. On peut nous inviter à émettre l'hypothèse que la section 31 serait derrière certains complots. Par exemple, je vois que dans la section pour l'épisode Charlie X, il semblerait que la section 31 ait pris contact avec Charlie X un peu plus tard dans l'histoire. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui fait que la section 31, après, c'est narrativement assez simple à gérer. Et on peut le mettre un peu partout, notamment aussi dans la Kelvin Timeline, où c'est la section 31 qui va chercher notre ami Khan. Et la section 31 est là dirigée par l'amiral Alexander Marcus. Voilà, et du coup, c'est la section 31 qui demande notamment à Khan de construire l'USS Vengeance. Voilà pour le tour narratif de la section 31. Maintenant, on va débattre de nos avis. Je te laisse nous exposer ton point de vue. Alors, on va commencer. Donc, je vais recommencer depuis le début. Sans même re-questionner la légitimité de l'existence de la section 31 à l'intérieur de l'univers de Star Trek, il y a déjà un premier problème avec la manière dont il a été utilisé
C'est exactement comme tu as dit, c'est-à-dire, ça a été utilisé plic-ploc. Or, c'est-à-dire de temps en temps, en fait, on te fait déjà comprendre que la section 31 est un problème à l'intérieur même de l'univers de Star Trek. Donc, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, je crois, dans les références, ils utilisent des trucs un peu fascistes pour les costumes. Ça reste quand même des connards présentés comme ça. Et par-dessus tout, là où pour moi il y a une véritable faiblesse, c'est que qu'est-ce qui se passe dans l'épisode quand ils découvrent l'existence de la section 31? Ils sont choqués d'apprendre que ce truc-là existe, et ils essayent de mettre en place une infiltration, d'envoyer Bashir pour infiltrer la section 31 pour essayer de la démanteler. S'ils avaient utilisé ça jusqu'au bout, la section 31, ça peut pas être un ennemi que tu mets de temps en temps et en continuant de dire que Starfleet le valide. C'est un ennemi, c'est le boss final, à mes yeux, de DS9. Si on considère que DS9 est là pour montrer les limites de l'utopie trekienne, qu'on peut contester ou pas comme logique, la limite ultime, c'est au lieu de tu règles les problèmes des autres, mais en fait, sous ton tapis, t'as quand même pas mal de crasse. Et donc, il aurait dû avoir au moins 1 saison, 2 saisons de lutte complète pour démanteler la section 31. Et c'est exactement ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils essayent de le faire, sauf qu'ils font 3 pauvres épisodes, on s'en bat les steaks, et puis ça revient après dans Enterprise, et puis après t'en entends parler dans Discovery. En faire un adversaire qui, le principe qui fait que il apparaît sporadiquement, fait que ça continue à juste exister comme ça, dans le lore, en permanence, et ne le présente pas pour ce qu'il est, à savoir un véritable antagoniste. Au final, même dans Discovery, quand on dit en fait le méchant c'était moi, et en mode Fantomas là, c'est bien de dire que c'est des méchants, mais je veux dire, à partir de ce moment-là, à partir du moment, surtout dans Discovery, si Starfleet fait en fait la section 31 existe, bah ça va pas en fait, et ils ont failli détruire la galaxie, bah il faut faire tout ce qu'il faut pour démanteler ce machin-là. Que ce soit une section dissidente, que ce soit une faille de l'humanité, pas de problème. Mais à l'intérieur même de l'univers, d'un point de vue narratif, ça aurait jamais dû exister comme ça en tant qu'ennemi sporadique, et vas-y, c'est pas grave. Ce que ça dit de Star Trek, de l'univers de Star Trek, de Starfleet, de la Fédération, est beaucoup trop lourd. J'utilise, pour ma part, je vais reprendre un morceau du justement épisode saison 7, épisode 7, donc c'est le premier épisode, je crois, où on parle de la section 31. C'est une discussion entre un Cardassien et Bashir. Et le Cardassien, je crois que c'est au moment où il découvre la section 31. Il fait « Mais quelle tristesse !» lui dit le Cardassien. « J'ose même dire que cela me désespère d'entendre cela de votre bouche, de telles platitudes sur la paix et l'amitié. Et à plus forte raison quand ce sont des ennemis implacables comme les Romuliens qui en sont l'objet. Mais voyez-vous, j'ai moi aussi ma part d'optimisme, car je garde l'espoir qu'un jour, vous comprendrez et verrez l'univers tel qu'il est en réalité, et non tel que vous aimeriez qu'il soit. » Ça, c'est l'existence de la section 31. Ça, c'est dire, ouais, faut se salir les mains, tu vois. Oui, ça peut pas exister, le paradis, il faut qu'il y ait des crasses pour protéger les privilégiés. Sauf que Bashir répond ce que Star Trek répond. Ben, entendu, alors je m'efforcerai avec le temps de devenir cynique, de ne jamais juger aimable ce qu'on m'offre, et de trouver toujours mon verre à moitié vide. Star Trek, c'est l'utopie. Et dire en fait l'utopie c'est pas possible, ça peut pas exister. Dire qu'en fait le monde il est pourri parce que c'est comme ça qu'en fait ça marche pour de vrai, il faut se salir les mains, c'est de la fainéantise narrative, parce que c'est beaucoup plus facile c'est plus facile de succomber à ses bas instincts, de se laisser aller au jugement, de se laisser aller à « il me dérange, je vais aller le tuer », que de réfléchir à la solution la plus moralement juste. Et là, on entre dans le problème de la section 31 d'un point de vue narratif, et celle qui est difficile à prendre. Si on vous dit, en fait, le paradis existe parce qu'il y a des mecs qui sont prêts à salir, ça veut dire que tout ce que vous voyez Picard faire, ça sert à rien, puisqu'en fait il faut qu'il y ait des mecs
pour aller buter les gars en coin, en scred, pour que Picard puisse parader. C'est ça que ça dit la section 31. Pour que Picard puisse parader et dire en fait j'ai sauvé le monde grâce à mon intelligence et ma diplomatie. Sauf que c'est pas ça Star Trek. Star Trek c'est Picard qui, je cite Picard pour un peu flatter et ramener à moi Cyril, hein. Mais c'est quoi Star Trek c'est quoi? C'est choisir de croire au potentiel de bonté de l'humanité, et ce malgré les difficultés rencontrées, malgré les déceptions, malgré les trahisons. Je vous rappelle que Kirk accepte de négocier le traité de paix avec les Klingons dans Star Trek 6, et ce alors qu'il les hait. Je vous rappelle qu'il dit « Let them die ». C'est Picard qui arrive aussi à se relever des souffrances infernales que lui ont infligées les Borg. C'est Sisko qui devient finalement le capitaine à la hauteur de son grade à la fin de DS9, alors qu'au début, de ce que j'ai compris, c'est genre, ouais, je compte pas rester, machin. Le truc qui se passe, c'est que... ce qu'il faut retenir, c'est que quand les gens pensent que Star Trek c'est une utopie, on pense que tout est parfait. Ce n'est pas vrai, c'est pas ça, c'est tenter d'aller vers la perfection. Plein de fois dans Star Trek, vous avez des exemples de personnages qui sont faillibles. Du plus faible du truc le plus anecdotique au truc le plus grave. Et la question, c'est comment faire pour réussir à aider cette personne. Je vous donne un exemple à la con, c'est l'épisode 21 de la saison 3 de TNG, Hollow Pursuit, où t'as un mec qui travaille dans la team de la Forge. Et en fait, c'est un gars qui a du mal à s'intégrer dans le groupe, c'est un peu l'asocial, il préfère passer son temps à jouer aux jeux vidéo dans le holodeck, en gros littéralement ça, et même la Forge il a des problèmes avec lui. Et en gros, donc t'as l'histoire d'un gars qui arrive juste pas à s'intégrer, qui n'arrive pas à avoir du plaisir dans son boulot, son boss qui a pas trop envie de travailler avec lui, et Picard qui représente Star Trek lui dit mais mec, c'est à toi de faire l'effort d'aller vers lui, c'est à toi de faire l'effort de l'accepter, de l'aider. Et c'est ça Star Trek, c'est ce fondement-là, c'est trouver cette solution-là. Dire la section 31 existe, c'est il y aura toujours des connards pour les lâcher, il pourra toujours tricher, on peut s'en débarrasser et l'envoyer à Opeta-Oshnock parce que c'est pas grave. Pour moi, c'est pour ça que la section 31 est un problème et est un aveu d'échec. C'est dire, quand on crée la section 31, ça veut dire on n'arrive pas à réfléchir dans l'optique de Star Trek, dans cette profonde croyance en la bonté. Au potentiel de bonté, au potentiel de faire le choix juste au bon moment, même si ça va nous coûter. Et voilà, c'est pour ça que je n'arrive pas avec la section 31. Ils l'auraient tourné autrement, ils auraient dit... au début, effectivement, l'humanité a un peu eu peur, mais je vous rappelle, si je me trompe pas, il faut que tu me corriges, mais que dans Enterprise, il est quand même dit que c'est 100 ans sur Terre, avec les Vulcains pour les paterniser, pour les materner. Ouais, et c'est 70 ans, ouais. Voilà, avant, ils disent, ok, là maintenant vous êtes prêts, et vous pouvez aller sur Terre. La section 31, c'est comme si vous me disiez, non mais Star Trek a plus d'argent. Ouais, mais en fait, t'as toujours besoin d'argent, hein. Et je sais que DS9 utilise de l'argent. Oui. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est comme dire, sur Terre, on utilise encore de l'argent. En fait... Tous tes efforts n'ont servi à rien parce que l'humain est une crasse. Et s'ils avaient dit dans la série, ok, on a ce truc-là qui existe, c'est un problème. Exactement ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que je dis, DS9 me donne raison. DS9 dit, regardez l'épisode, DS9, Sisko, il est choqué d'apprendre que ça existe, il est choqué de voir ces trucs, et la seule chose qu'il dit, c'est, faut qu'on démantèle ce truc, faut qu'on le détruise. Sauf que ça n'a jamais été poursuivi. Et donc ça devient juste des ennemis qui popent de temps en temps. Si ça avait été détruit, la section 31 aurait pu parfaitement exister, dire qu'effectivement, ça continue, quoi. Effectivement, ce truc a survécu. Qu'on nous dise aussi qu'à un moment donné, Starfleet a fait en fait, on s'est servi de vous au début, maintenant vous dégagez. Un peu comme le tout dernier film, Beyond, où c'est la question de qu'est-ce que tu fais des soldats qui ont vaincu, et puis maintenant, du jour au lendemain, on te dit t'as plus besoin de toi, quoi. Qu'on te serait dit la section 31 serait partie en couille totale et serait complètement indépendant. Le problème, c'est que Starfleet est au courant et valide leurs actes. Donc voilà. C'est pour ça que moi, je n'arrive pas, parce que c'est le fondement même de la narration de Star Trek, c'est de chercher le bon choix, le choix le plus juste. Pas d'aller buter un mec juste parce qu'il te convient pas.
d'aller renverser des gouvernements juste parce que ça t'arrange pas. Voilà. Alors, donc pour me donner des précisions à ce que tu racontais, l'inadapté social fan de holodeck et holo-dépendant, c'est le lieutenant Barclays, qui est un personnage qui est récurrent et qu'on reverra notamment beaucoup dans TNG et dans Voyager. Ton argumentaire est très très bon. Très très bon. Après, pour rajouter encore des précisions. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Il faut savoir que quand ils se sont aperçus de ce qu'ils avaient créé sur DS9, ils étaient partants pour que dans la saison, s'il y avait une saison 8, Bashir prenne la tête de la section 31 et fasse tout pour détruire la religion Bajoran afin que l'entité politique Bajor rejoigne la fédération. Donc ce qui pourrait, ça veut dire que Bashir est complètement perverti par la section 31. Entre autres. Après, qu'est-ce que tu fais de tous les antagonistes qu'il y a? Tu parlais de je crois que c'est Star Trek 4 en terre inconnue, ou 5, je sais plus, où Kirk tente de négocier la paix avec les Klingons, et où tu t'aperçois qu'il y a un complot avec les Terriens et je crois un Vulcain aussi pour faire en sorte que la paix n'ait pas lieu. Oui, vas-y. Et à chaque fois, il y a un méchant, finalement, terrien. Dans ça. Insurrection, c'est d'autres qui essayent de pervertir la Fédération pour avoir la jeunesse éternelle. Bref. Mais tout le propos est là, c'est qu'on te dit que c'est des méchants, et que on le juge en tant que tel, et la section 31 est considérée narrativement comme des antagonistes, complètement. Oui, c'est bien la preuve qu'ils vont à l'encontre. C'est juste que comme la question n'est pas réglée dans DS9, et qu'on te dit que Starfleet valide le truc... Eh ben non, Starfleet ne valide jamais. Alors, ne valide jamais. Quand, par exemple, Cisco essaye d'avoir des informations, on lui laisse clairement comprendre qu'il n'y a aucune trace. Et que du coup, ça pose un problème à Starfleet, qu'au sein de son système, des gars sont en électron libre total. Exact, mais c'est ça. Mais à nouveau, ça ne fait qu'à... comme je dis, ça revient toujours au même truc, malheureusement. C'est que pour moi, c'est que comme c'est pas réglé, comme tu dis, voilà, ils ont pas dit, ok, c'est le gros boss, c'est un truc qu'il faut faire en 2 saisons, on essaye de les infiltrer, on essaye de comprendre qui est lié à ça, et on les démantèle au fur et à mesure, ça reste juste des mecs qui sont là, et puis de temps en temps, vous savez que y a des méchants dans Starfleet, et tu fais, oui, l'utopie ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts, c'est au contraire, tout dans Star Trek te prouve qu'il y a plein de problèmes partout. La question, c'est comment tu règles le problème. Et la section 31, comme elle n'est pas réglée, et n'a jamais été réglée, ça fait que valider que c'est bon, c'est pas grave, ça existe, quoi. Après, la section 31 arrive narrativement dans l'ère de ce que j'appelle la fin de l'innocence de Star Trek. DS9, c'est clairement la fin de l'innocence de Star Trek, d'un point de vue déjà de la tradition. On va remettre en cause le carcan qu'avait imposé Roddenberry. Clairement. Ensuite, ça vient de la fin de cette innocence aussi, où on est dans un monde fin des années 90 où on sort du total pouvoir des États-Unis, de cette utopie américaine, de l'American Way of Life, et donc on s'aperçoit que il y a des coups tordus, que la réalité est peut-être plus épaisse et plus sombre, moins éclatante qu'on veut nous le faire croire. Ça, on va dire en termes maintenant pour contexte historique, on est là. Pareil, les gens à la télé demandent des choses un peu plus sombres. On est dans cette époque du caméléon, on est dans cette époque du complot partout, d'X-Files. Voilà, d'X-Files. On est typiquement dans cette époque-là où il y a du complot partout, où les gouvernements nous cachent des choses, et Star Trek ne fait que traduire les inquiétudes d'un temps donné de l'époque, quoi. Et qu'on revoit à fond dans Discovery saison 3, mais alors sans aucune nuance du tout. Les gars nous prennent pour des gros teubés en nous disant attention, les gouvernements font ce qu'ils veulent. Oui, ou alors ils voient pas ce que la main gauche fait, quoi. Sauf qu'avec ça, moi je te réponds que, à nouveau, ça reste ce que je dis de la fainéantise narrative, intellectuelle, de vouloir rechercher la voie la plus facile, parce que quand TOS apparaît à la télé,
Les noirs, ils sont pas super bien traités. On te met une noire à la télé, elle est traitée équitablement. À la base, elle devait pas porter de jupe, elle devait porter un pantalon. C'est la prod qui a forcé, mais elle devait porter. T'as un Ruskov et un Jap, pour parler d'un point de vue américain, qui sont bros et qui tapent la discu et qui sont tous traités d'un point de vue d'égalité complet. Il y a, on est quand même, quand TNG apparaît, on a quand même, c'est après le Watergate, hein, donc la grande désillusion, ah mon Dieu, le monde il est pas gentil et tout ça, ben il a déjà eu lieu, donc en fait, et pourquoi à ce moment-là, TOS, il dit, mais en fait, je vous emmerde, moi je veux parler d'une utopie, moi je veux dire comment on fait pour régler ces problèmes-là, eh ben on va raconter ça. Comment on fait après Watergate de parler de ça, de faire confiance à certaines, à avoir foi encore en l'humanité, aux structures et tout ça. Eh ben on va continuer à raconter des histoires là-dessus. C'est pas une raison. DS9 fait oh mon Dieu, fin de l'innocence, vous vous rendez compte, les attentats, machin. Les gars, les autres séries avant toi avaient plein de choses aussi de désillusion et pourtant ont décidé de raconter des choses basées sur le potentiel de bonté des hommes. Ça veut pas dire qu'ils réussissent, mais pourtant voilà, donc c'est pas... pour moi, ça reste de la fainéantise, c'est juste que c'est beaucoup plus facile d'écrire de manière cynique et de dire, en fait, l'humanité c'est une crasse, dès que tu peux donner un couteau à un mec et qu'il va le prendre, il va s'en servir pour le planter dans ton dos, parce qu'il va avoir peur et machin. C'est plus facile que de réfléchir à une structure de cohérence d'un univers cohérent, de bonté. Pourquoi on est capable de comprendre, je veux dire, Star Trek c'est les années 60, c'est ça? Oui. Le capitalisme il se porte bien, le consumérisme il se porte bien, on est d'accord à ce moment-là. Ouais, mais on est déjà dans une idéologie qui commence à arriver, l'idéologie hippie. Tu vois, le début de l'altermondialisme. Mais du coup, il n'empêche que la structure du capitalisme, la logique capitaliste, le fait d'avoir bêtement, tu vas travailler pour gagner de l'argent, pour t'acheter des trucs qui existaient socialement et tout ça, enfin, elle est parfaitement dedans. Et dans Star Trek TOS, ils te disent c'est un univers où il n'y a plus d'argent. Et ok, on fait comment? Du coup, c'est ta réputation, c'est ce que tu es capable de faire, qui t'offre ton existence. Ok, c'est tout. Il fallait réfléchir différemment. Donc voilà, c'est plutôt, tu vois, donc pour moi en fait, les raisons d'existence de DS9, les séries avant ont prouvé autre chose. Alors, tu vois, on prouvait qu'ils pouvaient le faire, il fallait juste, c'est facile de faire du yakafo que, hein, mais... Oui. Alors, juste pour remettre un peu d'ordre dans ce que tu disais. Déjà, moi, dans mon argumentaire, je vais bien séparer la facilité scénaristique de sortir la section 31 quand t'as pas d'idée. Ça, on va le mettre de côté. Moi, pour une fois que je vais être religieux 5 minutes, notez-le, c'est très rare, j'ai souvent tendance à comparer la section 31 avec l'allégorie de Jésus quand il est sur le mont des Oliviers et qu'il atteint un certain nombre de jours et qu'il est tenté par le diable, et que le diable lui dit mais regarde, je pourrais t'offrir le monde, je pourrais t'offrir tout ce que tu veux, t'aurais pas besoin de souffrir et la vie en serait bien plus facile. Et pour moi la section 31, hormis alors déjà le fait que scénaristiquement elle est intéressante par rapport aux autres, à la géopolitique de l'univers Star Trek, c'est aussi à chaque fois les épisodes de la section 31, du moins pour Enterprise et DS9, c'est une tentation. On va tenter des hommes qui semblent vertueux. On va les tenter en les corrompant, non pas avec des choses qu'on pourrait leur offrir parce qu'ils ont déjà tout, mais en les corrompant par la peur. Et à chaque fois, la section 31 agit par la peur. Elle va travailler sur ces personnages en leur faisant peur et en leur disant si tu as peur que tout disparaisse, rejoins-nous, nous on travaille, on lutte pour que ça ne disparaisse pas. Et donc moi je trouve que ces épisodes sont intéressants là-dessus, c'est pour voir, pour sonder les personnages. Est-ce qu'ils ont vraiment ce qu'il faut pour refuser de céder à la peur? Exactement. Voilà, une peur qui est... Voilà. Après la section 31 elle-même, je trouve pas ça déconnant. Alors peut-être parce que je suis cynique, mais
d'un autre côté, faut pas se leurrer, quoi. Il devait y avoir des services secrets à Starfleet. Il y avait Starfleet Intelligence, notamment, on en entend souvent parler. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des espions ou des choses comme ça qui œuvraient de façon officielle. Et on sait que les Cardassiens ont l'ordre Obsidien et que les Romuliens ont le Tal Shiar, et que dans le Tal Shiar, il y a même un service secret encore plus secret que la moitié du Tal Shiar connaissait pas. Voilà. C'est dans Picard saison 1 qu'on apprend de ça, quoi. Et ça me paraissait pas déconnant que les humains, attention, pas Starfleet ou la Fédération, se soient organisés pour lutter contre, tu vois, des guerres secrètes, comme dans Marvel, des Secret Wars, pour empêcher les uns de déstabiliser la Fédération, et puis pourquoi pas pour les faire chier aussi, quoi. Sachant en plus que notre section 31 est quand même vachement plus balèze que les deux autres sections, parce que toute la galaxie connaît le Tal Shiar et en a peur, toute la galaxie connaît l'ordre Obsidien et en a peur, alors que personne ne savait que la section 31 existait. Ce qui est... C'est les vrais espions, quoi. Voilà. Ce qui est les Cardassiens, c'est les James Bond, quoi. C'est les agents secrets que tout le monde sait qu'il existe et qui il est. Donc, et voilà. Et qui font des fringues sur la station orbitale. Et quand il arrive, il dit son nom, tu vois. Ouais, voilà. MI6, ok. Mais voilà. Et je trouve en ça que c'est intéressant. Et là où au début Discovery avait été pertinent de nous faire croire que d'ailleurs le Discovery était géré par la section 31, c'est que pendant un temps on avait les badges noirs sur le pont du Discovery. Et sachant que le Discovery est un vaisseau classé secret défense. Donc c'est un vaisseau... Alors au revoir petit cher Romulanais. C'est un vaisseau... C'est un vaisseau qui n'a pas d'existence. Ce qui permet aussi, donc dans Strange New World, pour ceux qui ont commencé à le voir, de comprendre pourquoi personne n'en parle. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'en parler, ça n'existe pas. Voilà. Donc Spock et Pike ne peuvent pas en parler. Donc moi je trouve pas ça déconnant. Et je trouve qu'en plus ça donne du relief à la Fédération. Parce qu'on a vu la Fédération empêtrée dans de la politique. Empêtrée dans des coups d'État, des coups martiaux. On a vu la Fédération se tirer dans les pattes elle-même pour des fois un avantage qu'elle aurait elle-même vis-à-vis des autres. Notamment par exemple la directive première, c'est quand ça l'arrange, la Fédération. Ouais, totalement. Voilà. Et donc ça me paraissait pas déconnant, qu'il y ait un service secret crapuleux au sein de la Fédération, sachant qu'en plus la Fédération comporte une armée de terrain. O'Brien est un troufion, est un militaire. À nouveau, c'est le problème, justement, c'est que c'est pas parce que c'est utopiste que c'est les bisounours. C'est pas parce que c'est utopiste et qu'on règle le tout par la diplomatie. Des épisodes de Star Trek, c'est souvent ça. Hein, dans TNG, je me rappelle, on discute, puis à un moment donné, il veut rien entendre, balancer les photons et machin, les torpilles à photons. Le truc qu'il y a, c'est que à nouveau, ce n'est pas déconnant, ça soulève des choses intéressantes. Le problème qu'il y a, c'est que le fait qu'ils aient une armée de terre, l'armée de terre répond. C'est comme les vaisseaux qui ont des torpilles. C'est un truc officiel, utilisable, parce qu'effectivement, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a des choses des fois, on ne peut... La violence est le dernier recours. Avoir au sein de son univers, de sa structure même, validé par des mecs qui ont pété les plombs total, qui sont en roue libre, mais autorisés, pour aller buter des gars, renverser... ça à nouveau, ça invalide, ça détruit le travail même de tous les autres, puisqu'en fait, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à parader. En plus, dis-moi si je me trompe, le truc de DS9 de dire oui, mais nous on est au bord de la Fédération, c'est compliqué, vous vous rendez pas compte, nanani nanana. Ça veut dire que quand Atos qui se balade faire sa mission de 5 ans, explorer des nouveaux univers, il est pas dans des endroits inconnus où la Fédération n'a... Enfin, il reste dans des quadrants connus de la Fédération, on est d'accord. Non, TOS, justement, ils sont comme DS9 en théorie. Mais quand tu regardes la série, ils passent leur temps à faire des allers-retours ou à remplir des missions. C'est un vrai problème où je comprends jamais. Des fois, ils sont censés partir à l'autre bout, puis ils te font ouais, on a fait une halte à telle station. Ouais. Ok.
Mais ça, c'est un problème un peu avec partout, hein. Ils font des allers-retours et tu te fais, mais c'est pas si loin en fait. T'as fait juste Paris-Roubaix. Et faut aller en Allemagne en fait, hein, c'est aller à côté. Mais du coup, ouais, donc ce que je veux dire, c'est que c'est à nouveau, c'est le fait. euh, c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue logique. De narration, d'écriture, c'est là que ça devient intéressant. C'est que si on dit ok, c'est pas la manière dont ils ont instauré dans le lore l'existence de la section 31, comme tu l'as expliqué, avec le fait qu'en fait les gars, ils étaient là dès le début, t'as des humains qui ont pété les plombs. Quid des 70 ans où t'as les Vulcains qui ont quand même un peu checké tout ça. Ça veut dire quoi? Que les humains ils ont fait ouais, pas de souci, et en fond ils leur ont mis ils se sont moqués. Ça te montre qu'il y a une part de l'humanité qui aura toujours peur, qui est utilisée dans Into Darkness d'ailleurs, hein. C'est qu'il y aura toujours une part de la peur profonde dans l'humanité, mais le fait qu'on n'ait pas réglé ce truc au moment où on l'est introduit dans DS9, et qu'on dise, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gars dans DS9, c'est Cisco et tous les autres qui disent, faut qu'on démantèle ce truc. En gros, c'est une insulte à Starfleet. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui parlent, en gros, qui disent, faut démonter ce bordel, ça va pas. Et après, l'épisode d'après, je sais pas qui fait quoi, en train de boire un café à la cantine, et il se passe rien, quoi. C'est grave ce truc-là, c'est le boss ultime. En un sens, narrativement, c'est le boss ultime de tout Star Trek. C'est ta plus grosse part d'ombre et tu t'en sers comme main noire pour régler tes petits problèmes quand ça t'arrange pas, quoi. Quand tes petits scénarios, c'est triste, c'est dramatique. C'est pour ça que... tu vois, pour moi, c'est Lex Luthor qui n'accepte pas que Superman... il dit hey, Superman, t'es parfait. Superman n'est pas parfait. Superman est un être doté du pouvoir de Dieu qui a décidé de le mettre au service du plus faible. Au lieu de dire à tout le monde, maintenant vous fermez votre gueule, les Israéliens, Palestiniens, hop, vous arrêtez de vous engueuler comme il fait dans Injustice. On n'accepte pas ça. Donc c'est ça, à nouveau, ça c'est bien intégré, ça reste cohérent, mais c'est devenu quoi? Il aurait fallu avoir une saison complète de DS9, peut-être. Qui pouvait se le permettre, vu que justement, ça questionne... ça questionne les limites de l'idéal. Mais questionner les limites de l'idéal ne veut pas dire le détruire, ne veut pas dire qu'en fait tu t'es planté, c'est pas vrai. L'idéal doit toujours primer, puisque c'est Star Trek. C'est ce principe, c'est de trouver la solution la plus moralement juste et d'essayer de la régler avec des bazars scientifiques. Oui, j'ai créé un double copie de moi-même, de machin, science, ta gueule, c'est de la science. Mais voilà, mais ça reste, c'était ça le choix à faire. Je vous renvoie au premier épisode de Strange New World, c'est l'infini des possibilités, c'est ce que Pike représente, c'est le choix. Tu décides, jusqu'au dernier moment, tu as le choix de faire le bien, dire que ce truc existe et que la fédération s'en bat les steaks parce qu'en fait ça l'arrange. Le laisser comme ça. J'arrive pas à croire que du coup les mecs, en fait l'argent on en a plus besoin, les maladies on en a plus besoin, on a tous évolué, mais t'as encore des mecs, ils rendent des comptes à personne, ils vont détruire des trucs. Mais ça reste pour le bien de la fédération, mais c'est pas traité comme des terroristes, c'est pas traité au sein même du truc, quoi. Donc il y a des, c'est là que c'est mal géré en fait. Encore une fois, moi je pense que c'est la section 31, c'est une bonne chose parce que c'est un peu le, tu sais, tu ne vas au docteur que quand t'es malade en Occident. Et en Orient, tu vas au docteur quand tu vas bien. Et quand tu vas plus au docteur, c'est que tu es malade. Et c'est le docteur qui vient à toi. Et là, tu réfléchis aux choses que tu as bien ou mal fait, quoi, pour redevenir malade. Et j'ai l'impression, cette allégorie ne mène nulle part, et j'ai l'impression que la section 31, elle apparaît à chaque fois en temps de guerre. Donc par exemple, dans Discovery, elle apparaît dans une crise après la guerre avec les Klingons, et la Fédération s'est vachement dévoyée, a perdu beaucoup de gens, est rentrée en guerre, et puis elle a renoncé sur ses principes. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on dit à Pike, qui était en mission d'exploration, et il lui dit, mais pourquoi vous m'avez pas fait venir avec le vaisseau amiral le plus puissant de la Fédération? Et on lui dit, mais vous êtes ce qu'il y a de meilleur dans Starfleet, et on voulait pas vous pervertir avec la guerre.
On voulait qu'après la guerre, bah, nous on partait et on laissait que le meilleur de Starfleet. Et c'est là que la section 31 reprend le pouvoir et est une sorte de cancer caché qui se réactive quand on oublie quand Starfleet ou quand Star Trek oublie ses idéaux, son utopie. Et finalement, par la noirceur qu'est la section 31, elle se rappelle, elle met en éclat la lumière de Starfleet. C'est pareil pour DS9, ça apparaît pendant la guerre du Dominion, tout ça. Et du coup, tu as raison, c'est une organisation terroriste parce que les humains, les autres officiers de Starfleet vont tenter de déjouer les plans de la section 31 qui était de commettre un génocide. Et même eux, alors que c'est l'ennemi, et c'est là où on voit que finalement Starfleet se réveille en se disant non, on peut pas permettre ça, alors que c'est l'ennemi, ça les aura arrangés dans la guerre, se disent bah non, là il faut mettre une limite à pas dépasser et on gagnera la guerre d'une façon plus utopiste, avec plus nos idéaux. Et c'est pareil dans Enterprise. Dans Enterprise, oui, vas-y. Dans Enterprise, la section 31 apparaît quand une crise majeure avec les Klingons pointe le bout de son nez. Ouais, mais donc du coup, si on continue dans cette logique-là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as la section 31, donc en gros, t'as Starfleet qui fait un peu de la merde. T'as la section 31 qui fait, si vous voulez, j'ai un truc, ça s'appelle le génocide. On a tout mis en place. Et Starfleet fait, ah non, on peut pas faire ça. Hein. Allez, chou, rentre chez toi. Et t'es là, tu fais... Déjà, à ce moment-là, t'es juste en train de... Enfin, dans l'univers de Starfleet aurait juste dû faire... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, mais en fait, j'étais caché, mais machin et tout. Non, mais genre là, et tu me parles de génocide, c'est nouveau ce truc-là? Qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là? Non, mais on le démantèle, c'est tout. Et le dire juste, allez, oui, on l'a gagné avec des idéaux. Mais la Station 31 existe et devine quoi, il va y avoir une série dessus. Et là, je vais revenir avec ça et c'est là où ça va être encore pire. Pourquoi? Parce que pourquoi il y a une série sur la Section 31? Parce que ça va être une série sur de l'espionnage, des trucs comme ça. Ça va être chouette. Le principe est chouette. Ouais, je pense que ça va plutôt être une série sur le voyage dans le temps. Possible. Vu comment c'est amené avec le gardien d'éternité, ouais. Mais surtout, pourquoi il y a ça? C'est parce qu'il y a deux personnages principaux de Discovery qui sont dedans. Et donc, on peut les réutiliser. Comme Strange New World. On a amené Pike. On peut faire notre série sur Pike. Et donc, c'est ces deux personnages-là. Mais ces deux personnages-là, ils ont rien à voir avec Odo. Le mec qui représente la section 31 dans DS9. C'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va juste avoir des gens, ah mais je suis malheureux, je suis brisé, mais j'essaye de faire le bien en faisant le mal. Et ça va faire, ce genre de personnages-là ne peuvent que légitimer les actions de le fameux mal nécessaire. Hein, tu sais, c'est le mal nécessaire qu'on voit souvent dans les films, genre Taken. Les trucs d'américains, tu sais, les soldats, les espions de la CIA qui dit moi je suis là pour que l'Amérique puisse dormir sur ses deux oreilles et je fais du gros sale, vous avez aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur et tout ça. Et dans un univers comme Star Trek, au contraire, comme ils l'ont fait, comme ils te le montrent plein de fois, ils auraient dû régler ce problème-là, ils auraient dû régler cette question-là. À ce moment-là, de dire qu'à un moment donné, oui, l'humanité a pu péter les plombs, mais l'humanité a dû dire, ouais, mais en fait, on a déjà pété les plombs, ça s'appelle les guerres eugéniques, on a nos services d'intelligence qu'on contrôle, on a notre armée de terre qu'on n'envoie pas n'importe comment, et on a nos torpilles à photons qu'on utilise qu'en ultime recours. Et en fait, quand tu vois, c'est ça que ça aurait dû être utilisé. C'est là que ça aurait dû être utilisé. La section 31, c'est des mecs qui font des génocides, qui font de la merde et tout ça. Et la seule chose qui se passe, c'est qu'on fait, allez, chou, rentre chez toi et réfléchis un peu à ce que t'as fait. C'est pas bien. Tu fais, les gars, vous vous rendez compte de ce que vous avez dans vos rangs, quoi. Alors, et si tu voyais la section 31 comme une colonie terrienne qui s'est barrée il y a longtemps et qui est assez puissante pour s'infiltrer un peu partout et faire la merde qu'elle veut. Plus que comme un morceau dégénératif de Starfleet. C'est de la Fédération. En fait, le truc qu'il y a, c'est que ça, c'est pas un souci. Si on m'avait dit... En fait, on aurait juste dit un truc dans le lore. C'est qu'on aurait dit, on a créé la section 31,
on a décidé, genre, tu sais, genre pendant 70 ans, on est contrôlé par les 70, 80, comment vous dites 70 70, oui. Mais 70 ans, vous êtes contrôlé par les Vulcains. Maintenant, vous êtes assez évolué, vous pouvez aller dans l'espace, tu vois. La section 31 existe encore. Fait des trucs. Et puis, à un moment, elle va trop loin. Et là, Starfleet démente le truc. Dit, c'est mort, les gars, c'est fini. Et qu'elle continue à être en sous-marin. Parce que elle s'en fout. Parce que elle est partie en couille. Et qu'elle dit non, mais vous vous rendez pas compte, et machin, et bazar. Mais que Starfleet ait officiellement dit c'est fini, les gars, on a démantelé le bazar. La section 31 n'existe plus. Là, ça ne pose plus de problème. Narrativement. Là, ça reste cohérent. Parce que c'est des mecs qui ont juste pété les plombs et qui continuent dans leur coin. Et ça rejoint le fait que certains... ça valide même le fait que certains... je crois qu'il y a certains commandants qui sont au courant, t'avais écrit, ils sont au courant de leur existence. De temps en temps, ils appellent. Parce que ça te montre la peur, la facilité que, ouais, il y en a quand même qui sont un petit peu dans leur camp. C'est juste que le problème est que c'est validé par Starfleet qui dit oui, c'est un truc à nous. Le bazar qu'a génocidé... Oui, c'est à nous. Ouais, bon, il fait un peu les cons, hein, des fois. Hein, tu sais, c'est Homer qui étrangle Bart. Oui. Et à chaque épisode, il fait de la merde encore et encore et encore. Ça te fait un moment donné, tu lui fais... En fait, c'est le Joker de Batman, quoi. Et comme il est vendeur et qu'on peut faire plein d'histoires facilement avec, parce que c'est pas compliqué, eh ben on le tue pas. Tu fais, mec, moi je suis Batman, le Joker, je lui coupe les bras, je lui coupe les jambes, je le mets dans un caisson avec des tubes et il survit, il arrête de faire chier le monde, mais il est pas mort. Et j'ai gardé voilà. Non, mais après, voilà. Voilà, donc voilà, je te réponds à des trucs narrativement comme on aurait pu le construire. C'est juste parce que le fait que ce soit validé et que Starfleet dans le lore a dit c'est chez nous, on sait que ça existe, ça a fait de la merde, mais bon, on continue. Et tu fais non, vous pouvez pas. Et preuve même que Cisco, dans DS9, dit faut qu'on démantèle ce truc, c'est des tarés. C'est des tarés. Et le seul personnage que t'as jusqu'avant avec DS9, c'était Odo. Et Odo, c'était un mec qui faisait passer ses intérêts personnels parce qu'il avait perdu son fils ou un truc comme ça. Non, tu confonds. Non, attends, je l'avais noté. C'est Cisco. Non, c'est pas Cisco. Qui a perdu son fils? Attends. Odo, il a pas d'enfant. En fait, Odo a une histoire qui le fait agir. Parce qu'en fait, il a perdu quelqu'un dans la guerre et, avec Bashir. Enfin, Bashir apparemment est impliqué dans un truc où il a été mis en robot et tout. Et c'est ce qui... Je sais plus ce qui s'est passé, mais en gros, quand on regarde ça, Odo, il agit vraiment, il a un œuf appelé et il utilise tout son pouvoir pour péter les couilles, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est là qu'on te montre si t'as aucun contrôle, si t'as aucun... qu'est-ce que tu peux faire avec quelqu'un qui a juste des pouvoirs sans aucun alors c'est pas le contrôle, mais jugement de ses pairs possible. Voilà ce que ça donne des gars qui peuvent faire n'importe quoi. Donc oui, narrativement, ça soulève plein de choses super intéressantes. Mais le fait qu'à chaque fin d'épisode de la section 31, il fait de la merde, on reviendra. Ok. D'accord. Bah, à la prochaine, hein. Bah, ouais, non mais... On appelle quand vous ferez sauter une planète, comme si que je sois pas dessus, quoi, enfin... Tu vois, c'est juste ça, ouais, vas-y. Ton allégorie, oui, effectivement, du Joker de Batman qui revient sans cesse, ou pour parler un peu plus maintenant, là, du Batman qui rit, on a vu que ça vendait bien, donc on va en faire des caisses jusqu'à l'écœurement. Le Batman qui rit. Batman qui rit, c'est quoi ça? C'est Batman Metal, là. Oui, voilà, on va en faire des caisses jusqu'à l'écœurement. À en créer des millions d'univers et machin, et ça n'a... Enfin, pour info, hein, j'ai acheté toute la saga, je les avais pas encore lus, je ne pige rien, j'ai l'impression qu'il manque une page à chacune, toutes les 2 pages. J'ai l'impression qu'il me manque une page d'histoire toutes les 2 pages. Je ne pige rien, et pourtant je suis un ardu lecteur de DC Comics. Bref, mais oui, tu as raison, là-dessus je suis d'accord sur le fait que il souffre du syndrome Borg, c'est-à-dire que ça aurait dû être très peu utilisé, voire quasiment pas, ou même suggéré, pour faire une menace, et de temps en temps, ponctuellement, mais vraiment une fois par série, pas plus,
Et encore, c'est peut-être beaucoup, voilà. Je suis pas d'accord, ça aurait dû être l'inverse du coup. Parce que c'est ça que je dis, c'est que Borg, c'est effectivement, c'est ponctuellement, parce que sinon... Mais les Borg, ils les ont trop utilisés, enfin ce que je veux dire par là, ils ont trop utilisé. Dans Voyager, justement, je crois qu'ils en font un toutes les semaines, vas-y, Voilà. c'est pas grave. Mais DS9, la section 31, moi c'est ce que je dis, c'est que ça aurait dû être un arc de 2 saisons. Mais c'était peut-être pas l'époque où on faisait des séries comme ça. Mais où t'avais, tu sais, t'as tes 24 épisodes et c'est le méchant de fond, quoi. Et on fait d'autres épisodes et puis on essaye de lutter contre la section 31 dès qu'on apprend son existence pour dire il faut démanteler ce truc et que ça prenne des années, que ça dure. C'est pas un problème. C'est juste qu'au moment où toi en tant que spectateur t'es au courant, c'est-à-dire au moment de DS9, et que les mecs de DS9 disent il faut qu'on démantèle ce truc, tu peux pas juste partir, une nouvelle planète de classe M, voilà qui est intéressant. C'est juste, c'est ok, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on essaie? Parce que vous le dites, faut qu'on arrête ce bazar-là. Et en fait, ça aurait dû être un adversaire qui aurait dû lutter jusqu'au bout, jusqu'à son annihilement, parce que la seule solution n'est pas, par rapport à la section 31 narrative, c'est pas de dire... la section 31 propose par la peur, propose ça, nous en fait on est utopistes, on propose autre chose. C'est non, nous on propose autre chose et toi t'arrêtes de faire le con, enfin. Et c'est fini. Donc pour moi c'est un ennemi qui aurait dû être, qui aurait eu son histoire. On apprend que ça existe, comment on fait pour le détruire, on infiltre, on a des défauts. Bashir, comme tu dis, il se fait un peu polluer la tête, il commence à accepter... Et on essaye de le ramener dans le droit chemin, puis à la fin, la section 31, enfin, n'existe plus, parce qu'on a réussi à ramener plein de preuves. Ça aurait été, tu sais, comme les journalismes d'investigation, quoi, en mode spotlight. Tu vois, ça aurait été hyper intéressant de faire ça comme ça. De dire, et on lâche pas l'affaire tant que c'est pas détruit. Et si on te dit, ok, à la fin de DS9, c'est pas détruit... Mais tu sais que ça va continuer, qu'ils n'arriveront jamais, qu'ils n'arrêteront pas, parce qu'ils ont appelé, t'as d'autres gars qui vont commencer à parler, que machin, et que tu sais que le dossier va se monter parce que ça ne peut pas exister, et que genre, il suffit juste qu'un amiral dise « Ok, je vais vous aider », tu fais « D'accord, là Starfleet se bouge ». Là, Starfleet essaye de régler un vrai problème, parce que en fait, tu peux pas venir en paix dans les autres galaxies, et faire venez en paix avec nous, ou s'il y a un problème, on empoisonne votre eau, quoi. Enfin, parce que c'est ça, tant que ça existe comme ça, c'est ça. Et le problème qu'il va y avoir, c'est que avec la série sur la section 31, je mets ma main à couper que ça va être que pour légitimer oui, mais c'était le mal nécessaire, et en fait, on n'est pas vraiment méchant. Sauf qu'on n'est pas vraiment méchant, mec. Je sais pas, c'est combien? C'est 100 ans plus tard, TNG, DS9? 100 ans plus tard, ils font du sale et du très sale. Ils ont fait le plus gros sale dans Discovery, donc 100 ans avant DS9. Après, ils sont censés être démantelés et détruits à la fin de Discovery. Et effectivement, je crois que dans DS9, ils sont quoi, 3 ou 4, quoi. Ils sont en mode ultra discrétion, ouais. Ils existent. Ils existent encore. Il y en a qui savent et on les utilise. On les utilise. C'est pas eux qui font des trucs, c'est on les utilise et c'est le mal nécessaire. C'est utilisé comme le mal nécessaire. Mal nécessaire, ouais, là je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est ça le problème. C'est que narrativement, c'est le mal nécessaire. Qu'il y ait une course un peu à l'échalote entre la section 31 et Starfleet, ça aurait pu être intéressant. Voilà. Ça permet des histoires de tarés. Effectivement, imagine, il y a un problème. Avec tel peuple qui décide d'entrer en guerre, en mode Klingon, directement on y va, tu vois. Et je sais pas, moi je vous raconte n'importe quoi, en fait, tu te rends compte que la section 31 a eu le vent du truc. Et comme tu dis, c'est une course pour régler le truc avant, parce que t'as pas le pouvoir, t'as pas les moyens de les bloquer puisqu'ils sont en roue libre. Il faut qu'on arrive à régler ce conflit avant que eux fassent de la merde. Ça aurait été une histoire de taré. Mais si tu fais ça, en parallèle, faut continuer. Genre, dès que t'as un mec qui fait je suis la section 31, bonjour, entrez dans cette pièce s'il vous plaît, hop, prison. ouais. Ah, t'as prison. Qu'est-ce qui se passe ça? Et ça fait quoi si j'appuie sur le bouton, hop, dans le vide de l'espace? Plus de section 31. Fini. Et tu vois, c'est pas. Y a pas de. Le mec qui fait je reviendrai, et puis tu fais non, tu restes. Alors, est-ce que c'est pas un monstre qui effectivement ont créé les scénaristes sans se rendre compte
Ah oui, ça c'est fort probable. Du poids un peu débilos que ça allait créer, comme la vitesse de distorsion sur le fond, quoi. La vitesse de distorsion, pour moi, c'est différent. Faut une raison pour. Tu veux dire quoi? C'est quoi le problème? C'est que physiquement, Ouais, non, c'est pas ça qui a au début dans Star Trek, on nous explique dans TNG, dans TOS. Des fois, ils dépassent l'exponentiel incroyable et ils arrivent à aller de l'au-delà de la galaxie. Et en fonction, comme tu disais, des fois, ils mettent 10 ans à aller d'un point A ou un point B, genre Voyager. Ouais, ouais. Et de Ça, l'autre, il fait le même parcours, il a mis 5 minutes, quoi. Ouais, mais ça, ta gueule, c'est scientifique. On n'a pas regardé le classeur. Il y avait un classeur. On a littéralement pas regardé le classeur, alors que pour moi, ça, c'est pas un problème. Alors que la section 31, enfin, quand tu expliques l'histoire de comment ils ont créé le truc, t'as un mec qui fait ouais, mais c'est facile d'être un saint au paradis. T'imagines, en fait, faut quelqu'un pour les poubelles. Donc, à nouveau, quand on dit c'est facile d'être un saint au paradis, ça, c'est un tacle à Picard. Moi, je te le dis ça à toi pour que tu prennes conscience. C'est facile d'être Picard quand t'as aucune difficulté. Parce que lui, il est dans le bon coin, là. Lui, il a pas besoin d'argent, il a besoin de rien. Dès qu'il a des problèmes, c'est pas très compliqué. Parce qu'en fait, il y a les vrais sur le coin, là, sur le bord. Eux, ils souffrent. Et eux, ils sont là pour faire le vrai sale avec Picard. C'est ça, hein, c'est facile d'être un saint. Le vrai sale. Bah après, Picard, il fait du sale aussi, mais différent, quoi. Bon, Picard choisit... Techniquement, Picard choisit la meilleure solution. C'est pas forcément celle qui convient à tout le monde, c'est pas forcément celle qui finit en happy end, hein, mais moralement, c'était la plus juste. Ouais, mais après, alors est-ce que c'est un syndrome section 31 qu'il y a dans toutes les séries? Mais je pensais à Stargate en écrivant la chronique. Je pensais à Stargate, et dans Stargate aussi, ils ont ce problème de CIA qui collabore tantôt avec Baal, qui a une autre porte des étoiles, bref. Et c'est là, et non, parce que là, je vais revenir avec Babylon 5 et Stargate, c'est que c'est Durandal qui m'a donné cette phrase qui résume tout. Babylon 5 tente d'être une utopie là où Star Trek l'est, et Stargate, c'est notre monde. Donc si on te dit, en fait, les gars, ils ont pété les plombs, t'as découvert en 92, genre c'est 95, que t'as des extraterrestres, t'as pas eu 70 ans de Vulcain qui te fait non, la philosophie c'est bien quand même, il y a plus besoin d'argent et tout ça, ça te paraît parfaitement cohérent que t'as des problèmes avec la CIA. À un moment de Babylon 5, sur Terre, t'as un pouvoir totalitaire qui est en train de monter. Mais, comme dans Starfleet. Non, le pouvoir totalitaire de Star Trek, c'est l'univers miroir. On te dit, ces mecs-là, c'est un autre univers. Ils ont des boucs. Oui, ils ont des... Oui, bah voilà. On a des boucs. Voilà, on est dans un univers miroir. Les mecs, ils ont des boucs, c'est des méchants et tout. On est des bikers. On est méchants. Tu vois, c'est parce qu'on te dit que sur Terre, l'humanité qui est sur Terre et dans ses colonies et tout aspire à être le mieux possible, et que Star Trek représente cet idéal, Starfleet représente cet idéal, cet épisode-là, ça fait que ça enlève pas que t'es des connards, hein, genre j'ai revu ton fameux épisode quand il revient sur Terre, la Picard dans les vignerons, là, oui, pour le coup il est en France, hein, ça picole, ça s'engueule, ça râle, ça fait film d'auteur. Franchement, t'es là, tu fais ouais, bienvenue en France, quoi. Et ben oui, le frère de Picard, c'est un trou de balle, quoi. Enfin, il est pas agréable, encore plus désagréable que Picard. Enfin, donc on te dit oui, ces mecs-là, ils existent. Il est tellement désagréable qu'on l'oublie dans la saison 2 de Picard. Voilà, ces mecs-là existent. La faiblesse humaine existe, sauf que Starfleet, et au moment où l'humanité s'ouvre aux étoiles, par l'intermédiaire d'Enterprise, elle est déjà prête à cet idéal d'utopie. Elle trébuche, des fois elle tombe, mais elle se relève et elle avance. Elle laisse pas... et du coup, dans cet ordre-là, moi je ne peux pas accepter
ils laissent le gamin en train d'arracher les ailes des mouches sans faire quelque chose en fait depuis le début, qui dit non mais on le savait que ça existait. Hein. Ouais, alors on pourrait considérer que la section 31 est une pierre d'achoppement. Ouvrez un dictionnaire pour ceux qui... Ah, bah voilà, une pierre d'achoppement, c'est un... Mais j'avais dit que j'allais être très biblique ce soir. Une pierre d'achoppement, c'est un... C'est ce que tu disais, c'est quelque chose qui fait trébucher. C'est un... Voilà, c'est le caillou dans la chaussure. On pourrait considérer ça, mais plus tu vois, j'écoute tes arguments et t'as raison sur le fond présenté comme ça. Mais je me dis, bah, les améliorer. Tout ce qu'on voit des améliorés, que ce soit dans Enterprise, que ce soit un peu dans Strange New World, que ce soit dans DS9, où par exemple on les emprisonne parce que tel quel, juste parce qu'ils sont améliorés, quoi. Oui, d'accord, je vois, oui. Est-ce que c'est pas le même problème finalement? Est-ce que c'est des choses qui devraient pas exister dans une utopie où on devrait les laisser parce que justement, c'est pas ça, c'est ça le problème du narratif, c'est que l'utopie ne veut pas dire que les gens agissent parfaitement bien, ça veut juste dire que tu sais c'est quoi la meilleure voie. Je reprends mon image de Superman. À chaque geste que Superman fait, il a conscience qu'il peut perdre à tout moment la confiance de l'humanité. Donc c'est pour ça il se limite énormément dans ses gestes. Ça veut pas dire qu'il veut pas le faire. Tout le principe à chaque fois qu'on te fait quand Superman il pète les plombs, genre Injustice et compagnie, c'est qu'on te fait comprendre que Superman a décidé d'offrir son pouvoir pour aider l'humanité à s'élever, plutôt que de la servir et de faire juste ce qu'il veut. Donc, les failles dans Star Trek, les failles des améliorés, la manière de traiter, le racisme, tout ça, ça peut exister. C'est juste que le principe narratif de Star Trek, c'est de dire le racisme, en fait, les mecs, c'est pas bien. En fait, et plus que tous, c'est le capitaine qui doit présenter cette partie-là. Je reprends l'exemple avec, comment il s'appelle là, le mec du holodeck ? Barclay. Barclay. La première fois que tu le vois, donc il travaille dans sa section, il n'y a personne qui l'aime, il n'est pas agréable, on se fout de sa gueule. Même la forge, qui est censée être sur le pont, hein, donc c'est quand même, enfin il n'est pas le pont, mais c'est quand même, il est dans la même team que les autres, enfin je veux dire, narrativement il est équitable de morale et de vertu qu'un Worf, qu'un Data, qu'un numéro 1, tu vois. Et puis au-dessus il y a Picard. Même lui, il a le droit à ses faiblesses. Il a le droit de dire, bah ouais, en fait, il est bizarre, il pue de la gueule, je sais pas, moi j'ai pas trop envie de lui parler, mais mal à l'aise, machin et tout. Et Picard, il dit, mais en fait, ok, mais c'est peut-être toi qui dois faire l'effort d'aller vers lui. Et il lui offre la solution. Et la solution existe, et la solution sera trouvée. Et comme Picard représente Starfleet, représente l'idéal Star Trek, l'idéal trekien, on t'offre la solution, en fait c'est peut-être toi qui dois aller vers lui, essayer de comprendre comment il va, pour l'aider, et devine quoi, à la fin de l'épisode ça se passe, mais il n'empêche que la Forge a eu droit à son moment de faiblesse. Tout le monde a droit à son moment de faiblesse. C'est juste ça, donc du coup, c'est pas la section 31, c'est Picard qui lui dit vas-y mets-lui un coup dans les joues quand il regarde pas, comme ça il se met en arrêt maladie et t'as plus à travailler avec lui quoi. Tu vois, alors, explique-nous ce qui t'est arrivé dernièrement avec un manager. Je sens que tu vas en parler, c'est du Non, vécu. pas du tout. Non. Mais pour moi, ce serait ça. C'est la section 31. C'est Picard qui te dit tu as le droit, tu dois t'approcher de lui. Mais si tu veux, s'il regarde pas, il y a coup de bâton dans les genoux, c'est arrêt maladie, c'est réglé. Donc c'est ça le truc, c'est que l'utopie ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts, c'est qu'on essaie de régler les défauts de la meilleure manière possible. Mais ça veut dire qu'on règle les défauts. Ça veut pas dire qu'on dit, comme je dis à chaque fois depuis le début, allez chou, rentre chez toi. Alors c'est ça, il aurait fallu améliorer, c'est pas... Là pour l'instant ce que Star Trek fait dans les épisodes que j'ai vu tous les épisodes avec la section 31, c'est régler les problèmes que la section 31 occasionne. Mais ça règle pas la section 31. Le problème, c'est la section 31. C'est son existence même. Et comme elle ne le règle pas narrativement, elle continue à valider son existence. Donc ça continue à être l'hypocrisie, le fameux mal nécessaire qui est du coup l'hypocrisie
de l'univers, en fait, de l'idéal Star Trek. Donc toi, ce qui t'énerve là-dessus dans la sélection 31, sur le fond, ce qui t'énerve, ce qui te déplaît, c'est que ça ramène l'humain à ses plus bas instincts finalement. C'est que ça cherche pas à les régler. Parce que les bas instincts peuvent exister et doivent exister. Il faut qu'on questionne, surtout dans les histoires, il faut qu'on questionne le racisme, il faut qu'on questionne la peur, la manipulation, la trahison. À nouveau, Star Trek regorge d'histoires où on voit des êtres faillir. Mais le truc de Star Trek, c'est qu'on va te tendre la main. Il y a toujours le mec qui va représenter l'idéal, qui va tendre la main pour t'aider à te relever. Et la section 31, comme elle continue d'exister, on continue. Ça veut dire qu'on continue. Ça veut dire que quand Star Trek t'aide à te relever, elle continue des génocides dans son coin. T'as juste pas conscience que ça a lieu. Elle continue à considérer que pour protéger le Trekien qui puisse dormir sur ses deux oreilles, faut faire des massacres de masse, des assassinats, renverser des gouvernements et compagnie. Et c'est incompatible. Alors que s'ils avaient dit, comme ils l'ont fait, ça existe, c'est de la merde, faut qu'on le démantèle et qu'on travaille à une histoire pour démanteler la section 31. Là, ça devient intéressant parce que là, c'est le plus gros caillou dans la chaussure de Starfleet. La pire chose que Starfleet ait faite. La dernière zone d'ombre. Qui réveille Khan, qui utilise des archives pour cacher plein d'armements militaires, machin et tout ça, qui utilise la peur et tout ça, mais Starfleet qui fait, on va essayer de régler ça, quoi. Ça va pas, on va essayer de le changer, on va essayer d'améliorer les choses, on travaille à faire mieux. Et pour moi, quand je vois Star Trek, c'est toujours, on essaye de faire mieux. On peut trébucher, mais on essaye de faire mieux, on essaye d'aider les autres à se relever. Donc voilà. Alors, on me fait remarquer que la présidence de Starfleet doit connaître la section 31 puisqu'elle est le garant de la charte de la Fédération et qu'elle est définie par l'article 14 de la section 31. Voilà, bref. Mais effectivement... non, mais tu as de très bons arguments. J'en ai des moins bons, j'avoue. Moi, je me contente d'être un béotien là-dessus. C'est comme, pour parler bibliquement, vu que toi t'aimes bien ça, pour l'instant, c'est comme si je te disais, genre le pape, il devient pape. On prend le discours catholique, chrétien, la chrétienté, donc aime-toi, aimez-vous les uns les autres, tout ça. Et le pape, quand il devient pape, il ouvre un papier et il découvre en fait que t'as de la main de Saint-Pierre qui dit en fait j'ai tout inventé, c'est de la merde, mais j'avais besoin de thunes, j'ai écrit un bouquin, tu vois. C'était mon cousin. Il dit ça, voilà, et donc ça c'est et le pape c'est la présidente de Starfleet et qui fait, et le mec il fait à l'aise. On a construit des trucs un peu balèzes derrière quand même, on fait quoi là, on revend. Voilà, et tu fais. Et puis, t'as des mecs comme toi et moi, on fait putain, mais en fait, il y a un papier qui existe qui le dit. On a la preuve, parce que c'est pas genre de théorie du complot, j'ai vu le papier, machin, Da Vinci Code et tout. Et on fait il recommence plus, hein. Attention, hein, une fois, mais pas deux, hein. Bien, hein. Tu fais, mais. Est-ce que vous pouvez mettre dans la première page de la Bible un petit erratum? Voilà, merci. Un disclaimer, la merde. Oui, il faut le mettre dans son contexte. Non, enfin. C'est ça qui se passe. Hein. En plus, si la présidente est au courant, c'est littéralement ça, quoi. La meuf, elle fait il y a la section 31, ça fait quoi? Ok. Un truc sans notre contrôle, sans... On bat les couilles, frère. Je m'en bats les couilles, frère. Putain, on avait super bien commencé avec des mots compliqués et tout, et on finit sur je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les frère. C'est tout, enfin, c'est dramatique. Enfin, je trouve ça grave. Mais en tout cas, effectivement, vu comme ça, t'as raison. Vu comme ça, c'est un problème. Alors, outre scénaristique, on va le répéter, où c'est beaucoup trop utilisé pour ce que ça devrait être. Enfin, c'est mal utilisé et que ça aurait dû faire un arc narratif entier jusqu'à la destruction de la section 31, ce qui n'est pas fait finalement dans Discovery, vu qu'elle existe encore dans DS9. Sauf si après on va nous dire que... dans DS9, vu que... voilà. Et puis après, moi je le vois arriver gros comme une maison, genre oui, non mais DS9 c'est encore un univers parallèle, c'est un univers... Discovery, pardon. C'est un univers parallèle, tout ça, je le vois arriver gros comme une maison. Mais ouais. Et mais écoutez, l'audience a été relativement captivée. Mais combien je vois pas combien. Non, alors, on est 2 spectateurs là.
2 spectateurs. Oh, en plus, Mais c'est ma copine. Hein. Ah, madame. Non, mais pour la mienne, elle est en train de boire des coups, là. Vous voyez, un peu, là, le support, là. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est vraiment ce point de vue où tu arrives presque à me faire changer d'avis. Presque. Mais je suis têtu. C'est pas grave. Et puis juste pour faire un petit point prod, vous êtes en général entre 200 et 300 à écouter le replay sur YouTube. Ça c'est bien. Ce qui est pas déconnant pour des fois 1h20, 1h30 d'émission. Et puis surtout, enfin ouais, faut pas oublier, c'est mine de rien, on parle de Star Trek. Là, c'est en plus la section 31, donc c'est 5 épisodes. Enfin, c'est hyper de niche quoi. C'est normal. Enfin. Mais beaucoup de gens qui ont commencé par Discovery vont être intéressés étant donné que c'est un des antagonistes majeurs de la saison 3. Voilà, voilà, moi quand tu vois juste les 2 personnages qu'il y a, donc c'est 2 de Discovery, c'est la deuxième maman de, tu sais, je suis méchante, mais en fait, c'est en gros moi j'ai pas peur de casser des os, nanani nanana, comment elle s'appelle Giorgio Philippa. La capitaine. Et tu sais, c'est je suis tellement badass, j'ai pas peur. Ouais, l'impératrice. Ouais. Tu fais meuf, ils avaient Worf dans TNG. Et bon, on te le montrait pas, mais le mec il avait pas non plus peur de péter des os. Oui. Et puis t'avais l'autre qui a souffert parce que, qui est juste une plaie ouverte. Et donc en fait, c'est 2 super gentils. C'est 2 petits gentils quoi. Donc tu fais ok super. C'est d'office eux qu'on va suivre. C'est la porte d'entrée directe dans la série qu'il va y avoir, donc forcément, comme ce sont des personnages positifs, on ne peut pas leur faire du sale, donc ça va être juste du sale nécessaire. Voilà. Et du coup, c'est pas vraiment. Je vous donne un exemple de sale nécessaire, hein, qui pour moi, du coup, vient de l'hypocrisie, parce que ça va juste complètement dénaturer ce qu'est vraiment la section 31. Mais, sauf si la série te dit, en fait, c'est justement ce que je dis, c'est on essaie de démanteler le truc. Hein, mais dans ce cas-là, c'est pourquoi c'est un univers parallèle et tout. Mais il y a cette scène qui est incroyable. La référence est pourrie, mais c'est dans Twilight, 4e film, 3e film. C'est quand Bella devient vampire. Et alors, en gros, on te dit, du coup, elle a soif de sang, patati patata, et donc elle est devenue un peu prédatrice. Et à un moment donné, elle voit une belle biche, quoi. Donc elle fait je vais pouvoir me nourrir. Et tu vois qu'elle est dangereuse et méchante. Et ça, c'est en gros la section 31 qui dit je fais du sale, je vais tuer une biche qui est juste en train de manger tranquillement, tout ça. Qu'est-ce que c'est le sale nécessaire? C'est parce que dans la scène, à un moment donné, il y a un puma qui va bouffer la biche. Et donc au lieu d'attaquer la biche, elle attaque le puma, qui du coup n'a pas mangé la biche. Et donc elle a protégé la belle biche, mais elle a fait quand même du sale parce que c'est dangereux. Et tu fais, ouais ok, mais c'est juste hypocrite, enfin, c'est pour un peu alléger le geste, mais le geste il est là quoi. Enfin, et j'ai un peu peur que ce soit ça qui se passe dans Discovery, puisque les personnages sont censés être positifs. Donc, ils peuvent pas leur dire... c'est moi qui à nouveau qui a fait un génocide, c'est moi qui ai empoisonné l'eau, tu reçois tes ordres de qui, je ne sais pas, ça va être juste des Han Solo Wish quoi. Voilà. Des Han Solo Wish, bravo. Voilà. Et je pense que c'est sur cette comparaison que nous allons terminer ce soir parce que je me fais littéralement abuser par un chat. Voilà. Toi au moins ils viennent te voir, les miens ils dorment. Hein. J'en ai 4 là. Ah ouais, il y en a 2 en plus. Mais ouais, c'était cool comme conversation. Et tu veux discuter de quoi la semaine prochaine? On va discuter de la fin de Strange New World. Qu'avons-nous pensé de cette belle saison ou de cette moins belle saison? Ça se fight. Je crois qu'il y a 2 chats qui n'aiment pas Star Trek Strange New World. Non mais oui, que penser de Strange New World? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? On attend vos retours. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans Strange New World? Bon, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont un peu emmerdé. Voilà, je vais vous le dire, ça m'emmerde. Et qu'est-ce que vous avez adoré dans Strange New World? Et il y a beaucoup de choses que j'ai adoré dans cette série. Pareil, moi ça a été, il y a un épisode où je me suis juste dit c'est Balek sur 20. Mais
J'ai pas encore vu le dernier épisode, j'ai hâte, mais ça m'a fait du bien de le voir, vraiment. Et je suis gentil, je suis patient. C'est-à-dire que je lui laisse faire ses gammes. C'est un peu le retour que j'ai, c'est-à-dire que j'ai aimé, mais ça a pas encore une identité qui est propre, et donc je lui laisse faire ses gammes. Dire ok, on reprend les rênes de Star Trek, comment ça fonctionne, je fais un peu un épisode comme ça, un peu un épisode comme ça. Et du coup, mais basiquement, c'est Pike, meilleur capitaine. Alors, on avait parlé de ça avec Picard. Donc Picard n'est pas un mauvais personnage, mais Pike, c'est un capitaine que j'aime. C'est le genre de personnage que j'aime. Et il est agréable, comme j'apprécie un personnage comme ça. Donc voilà. Ah, c'est ce que j'appelle, je sais pas si tu suis le catch, mais je crois que c'est Stury qui dit, pas Stury, c'est un des deux commentateurs d'AEW, ils disent, il est barbecue ce mec. Il est barbecue. Et ouais, c'est le gars que t'aimerais avoir en barbecue chez toi, quoi. Il est barbecue. Mais en fait, c'est le capitaine que tu veux suivre. Voilà. Que tu veux suivre, c'est il y a un moment où il m'a accroché, c'est il rigole. Il y a un moment où il rit. Et tu sais, il voit Uhura et il se marre. Et la manière dont il se marre, tu fais ok, je vais être sur le pont de ce mec. Et il y a plein de détails chez lui. On pourra une fois parler vraiment de qui est Pike et de Strange New World, qui font de lui. Qu'est-ce qui fait de lui un super capitaine. Comme qu'est-ce qui fait de Picard un super capitaine, parce que tu avais fait une vidéo où tu étais revenu sur tous les capitaines. Ouais, enfin je la remets à jour. Mais du coup, c'est aussi qu'est-ce qui fait de Picard un capitaine d'exception, qu'est-ce qui fait de Pike un capitaine d'exception. Parce que Pike, c'est le Kirk ultime en fait. Hein. C'est Kirk sans les problèmes. Pas de Kirk, mais des années 60. Je tire avant de poser des questions et je me tape tout le monde. Bah, ça marche aussi pour une dame. Hein. Il tire avant de se poser les questions. Exactement, littéralement, putain. Et c'est violent. Hein. Mais bref, donc voilà. C'est assez. Donc voilà, pour moi, Pike, c'est le cowboy. C'est le captain cowboy parfait. Et c'est intéressant de le voir en fait. Donc il a conscience de ses limites. Et il en a lui. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de faire l'épisode de la semaine prochaine. Là. Attention. Ah oui, attention. Mais ouais, mais c'est l'épisode. Pour moi, tout Pike est concentré dans le premier épisode des Gorn. Oui, et puis c'est intéressant les Gorn aussi. Ça vient de loin. Incroyable ce qu'ils ont fait, mais c'est l'épisode des Gorn dans la nébuleuse, je crois. Hein. Un putain d'épisode. Mais on est en train de faire l'épisode de la semaine prochaine. Mais oui, c'est un putain d'épisode sous-marin. Moi, j'avais l'impression de voir les films de sous-marins. Et c'est même Pike, l'essence de ce qui fait Pike, narrativement, est dans cet épisode-là. Tout. Donc il est sympa, machin et tout. Tout est là-dedans. Donc je vous invite à revoir cet épisode-là. C'est l'épisode 4 ou 5, je crois. De tête, je dis ça. Bon, préparez vos notes. Hein. Préparez vos notes. Et moi, je vais préparer ma déclaration d'amour, ma dissertation d'amour à Pike. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, merci pour la soirée. Mais je te remercie, toi, de me supporter, moi et mes blagues et mes argumentations. La semaine prochaine, ce sera moi avec mes blagues. Bon. Je viendrai aussi avec un stock de blagues. Et j'essaye, je vous promets, entre-temps de sortir la vidéo sur l'Enterprise C ce week-end ou durant le week-end du 14 juillet. Ouais, parce que ça traîne un peu, hein. Je vais te voir là, pas grand-chose qui sort. Hein. Oui, mais c'est long, et puis à chaque fois que je veux faire un truc, j'ai le travail qui m'appelle. Ah, ok. Voilà. Écoute, de toute façon, on se reverra et on fera les trucs. De toute façon, donc prochain épisode dans 2 semaines. Sur Strange New World. Strange New World, et après on verra. De toute façon, il y aura le jeu. Ouais, alors le jeu, il n'arrive pas avant septembre, mais oui, on vous en parlera. Ouais, mais il y aura le jeu, il y aura plein de trucs à faire en plus. Il y a plein de sujets que moi aussi j'ai envie d'aborder, peut-être des sujets que toi tu as déjà abordés, mais les retravailler sous d'autres angles qui m'intéressent. Par exemple, la trilogie manquée, DS9, TNG, Voyager, qui aurait été intéressant d'avoir une cohérence qui est à l'intérieur, mais qui aurait été intéressant qu'elle soit peut-être consciente de ces 3 œuvres-là, pour dire ok, on questionne les limites, on montre ce que c'est censé être avec TNG, donc
la valeur étalon c'est TNG, on questionne les limites avec DS9 et on repart à l'aventure à l'ancienne avec Voyager, avec vraiment travailler dans ce sens-là. Enfin, il y a plein de choses, de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Donc voilà. Eh ben, avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt vers d'autres aventures. Longue vie et prospérité. Longue vie et prospérité, les enfants. Bye bye.